Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 22e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Julie, Élise, Mehdi et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Merci de nous accueillir dans votre salon, votre cuisine, voire votre chambre ou peut-être encore pendant votre séance de sport. Notre invitée de ce mercredi soir est Florence Chabanois. Florence est dans le secteur de la technologie depuis plus de 20 ans. Elle est membre des Duchesses France, une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques, leur donner plus de visibilité, mais aussi à faire connaître ces métiers techniques et créer de nouvelles vocations. Elle a aussi cofondé la Place des Grenouilles qui propose un espace safe et inclusif pour exister, échanger, déconstruire, reconstruire sans limitation ou injonction de genre. Outre son parcours, il sera aussi question d'éveil, de sexisme, de racisme, de système, de la méritocratie qui n'existe pas, de services publics, de l'influence qu'on peut toutes et tous avoir. Et le sous-titre de l'émission que Florence a proposé est Wokisme et microaction. Bonsoir Florence. Bonsoir Frédéric, bonsoir Julie. Avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 26 février 2025 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Julie réalise l'émission de ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous. Et donc elle attend vos appels. Notre téléphone est branché, appelez-nous au 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46, ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse. Alors, rebonjour Florence. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir. Les auditrices et auditeurs fidèles de Cause Commune et notamment de l'émission Libre à vous ont peut-être reconnu ta voix vu que tu interviens dans l'émission sur les libertés informatiques le mardi de 15h30 à 17h que j'ai le plaisir de co-animer. Tu as une chronique et tu participes aussi à l'émission de débat au Café Libre. Et ce soir, ça va être l'occasion de découvrir un peu plus ton parcours, au-delà de ton implication dans la tech, la technologie. Tu as fait un post sur un réseau social qui nous a beaucoup touché pour annoncer ta présence dans l'émission, pour expliquer évidemment notamment tes critères ou en tout cas les choses dont tu souhaites parler notamment dans les conférences podcasts. Et là ce soir tu avais dans ce post sur réseau social, tu as annoncé que tu allais parler de ce qui était important pour toi. Mm-hmm. Alors première question avant de commencer finalement par la question dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est est-ce que c'est un effort pour toi? Est-ce que c'est est-ce que c'est un enjeu particulier? Est-ce que c'est un risque de parler de ce qui va être important pour toi? Oui, complètement. Enfin, un risque mesuré, là, oui. Parce que c'est prévu, planifié, et que je sais que l'audience de la radio est plutôt acquise, on va dire. Typiquement, tu vois, je l'ai pas posté sur un autre réseau social, ce message. Donc, mais en tout cas, c'est un effort. C'est vrai que c'est pas la chose la plus spontanée. Et même si c'est ce qu'on voit le plus de moi, de mes messages ou de ce que j'envoie, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me coûte quand même de le faire et que j'ai toujours une hésitation avant de poster quelque chose qui est un peu plus politique ou engagé. Parce que même quand on le fait pas, on a des retours qui peuvent être désagréables. Donc voilà. Oui, et effectivement, je comprends. Et donc d'autant plus que nous sommes ravis et que tu as accepté cette invitation parce que c'est en direct, c'est une carte blanche, c'est sans filet. Nice. Voilà. Mais c'est aussi l'intérêt évidemment de la radio. Alors on va parler un peu de ton parcours et d'un certain nombre de sujets qui te tiennent à cœur, donc que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Mais déjà une première question qui fera aussi référence à une question finale, c'est j'ai envie de te demander comment tu étais quand tu étais une petite fille, d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années. Du coup j'étais au collège à peu près. Donc je viens donc je suis asiatique, je le dis parce qu'en radio ça se voit pas. Dans la voix ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Je ne crois pas avoir d'accent autre que parisien pour le coup. Et donc mes parents sont d'origine chinoise et ils viennent du Cambodge. Et du coup je suis typée asiatique. Et donc au collège, bon ça se voit. Et donc j'étais plutôt bonne élève. Plutôt bonne élève, dans un collège très mixte, plutôt réservé, parce qu'on a bien appris qu'on était chanceux et chanceuses d'être en France et par rapport à ce qui se passe justement au Cambodge à ce moment-là. Donc c'était. Alors quand tu dis réservé, c'est timide ou tu voulais pas qu'on faire parler de toi en fait? Dans quel sens réservé?
on peut pas trop parler, quoi. D'accord. Ok, faut pas faire de bruit, quoi. Oui, et puis il faut pas faire de vagues, et il faut plutôt être conformiste, être d'accord avec tout ce qui se passe. Faut pas faire de vagues, hein, vraiment, c'est ça. D'accord. Donc super élève, hein, du coup ça marche bien. Ça marche moins pour la suite, et avec quelques amis, mais plutôt asiatiques, à vrai dire. Et un collège public très très populaire où du coup il y avait des embrouilles, etc. Voilà. Je me rappelle d'une fois, on m'avait dit que je parlais trop, typiquement. Enfin, quand je disais que j'étais pas d'accord. Et donc ça, je sais que c'était en primaire, mais ça m'a marqué un peu tout le reste. Donc, est-ce que tu étais déjà revendicative, ou en tout cas avec des idées que tu voulais défendre, ou, je crois pas. Hein. Non. Bah après. Juste bavard, peut-être. Non, pas bavard. Pas bavard. Juste quand je comprends pas quelque chose, de le dire. D'accord. Ou alors quand on pose une question, souvent on reproche aux filles particulièrement de pas assez participer. Et du coup, moi je participais. Mais ça, c'était jusqu'à qu'on me dise ça. Après, j'ai plus participé. Alors, qui te disait ça? C'était d'autres élèves, des garçons, des profs? Non, même pas. Je crois que c'était une fille. Enfin, c'était une fille qui avait dit ça. Parce que du coup, il y a la pénalité où si une fille est trop visible, ou une femme, elle se vante en fait, ou elle se mettra en avant. Donc ça, il y a tout le système qui encourage ça, et qui fait que les filles entre elles se surveillent, et fait que du coup, après ce feedback, je me suis dit là, je suis pas dans la case. Enfin, en tout cas, apparemment, c'est un problème. Donc je me range. Et mais je le vivais pas plus mal que ça, hein. C'est plus un code qui est intériorisé. Et sinon, j'étais plutôt garçon manqué. D'accord. J'aimais pas trop les filles, en fait. Donc j'étais chevalier du Zodiac, Olivier Tom. Bon, pour les gens des années 80, d'ailleurs, le créateur d'Olivier Tom est à Marseille en ce moment. Bon. C'est vrai? Alors, pour les personnes qui sont d'une génération plus jeune, rappelle ce que c'est qu'Olivier Tom. C'est un manga de football. Voilà. Et moi, je jouais chez ma grand-mère toute seule. Enfin, vraiment, j'adorais ça. Dragon Ball Z, vraiment tous les trucs de bagarre, c'était des choses que je regardais. Et tu faisais du sport à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, tu fais du sport. Donc oui, non, je faisais pas. Je sais pas si ça compte de taper contre la balle chez ma grand-mère. Mais sinon, non. D'accord. Non, j'ai arrêté très vite. J'ai fait 6 mois de judo, et j'ai arrêté parce qu'il y avait trop de garçons, en fait. Et que mes parents aimaient pas ça. D'accord. Et c'est vrai que j'étais pas si bien que ça dedans, donc même si j'avais beaucoup milité entre guillemets dans la famille pour pouvoir en faire, ça a été assez bref cette histoire de judo, et j'ai fait 1 an de tennis. D'accord. Et alors, il y avait le côté bon élève dont tu viens de dire, et le côté asiatique. Est-ce que t'en as souffert pendant cette période? Parce que souvent les enfants, ils sont pas forcément toujours très sympas entre eux, on va dire. Oui, mais surtout les élèves, en vrai. Moi, je me rendais pas compte après, on sait que l'école, c'est toujours un peu la jungle. Du coup, oui, clairement, mais c'était banalisé. Donc, on se fait traiter de shintok. Je me rappelle, j'étais dans la rue, je marchais, et puis là pour le coup, c'était un adulte qui m'a juste dit sale japonaise. Bon, enfin, souvent, on confond les asiatiques, mais on comprend très tôt qu'on n'est pas pareil, et qu'il faut faire attention et se faire le plus invisible possible. Et en même temps, on a des discours très démocratiques qui nous disent que tout le monde est pareil, etc. Donc moi, je pensais quand même être blanche, même si de temps en temps, j'avais des feedbacks autres. Et surtout, je faisais tout pour être blanche, en fait. Je sais que je touchais mon nez pour essayer de l'allonger, par exemple. C'est vrai? Souvent, ouais, ça marche pas. Quand mes grands-parents venaient me chercher et parlaient chinois, j'avais tellement honte. Enfin, je faisais en sorte d'être très rapide. Je sais que j'avais des remarques racistes, et une fois, on s'était battu sur ça, à l'école. Et c'était des personnes racisées qui disaient des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un milieu qui est pas super inclusif, mais bon, comme tout le monde, on essaie de juste évoluer, de travailler à peu près à l'école, et on attend que ça passe, quoi. D'accord. On reviendra sur ce sujet, notamment du racisme. Est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais au collège ou au lycée? Tu viens de dire que tu étais une très bonne élève, mais est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire? Très bonne élève, je précise, jusqu'au collège. Parce qu'après, le lycée, c'était la dégringolade. C'était la cata. J'ai intégré un lycée de Bourges. Enfin, de Bourges, façon de parler. Mais plutôt bien coté. Et du coup, là, ça brassait. C'était où, en région parisienne? Oui. D'accord. C'était à Paris. Et là, c'était vraiment. Enfin, je pense que c'est toujours un choc. Le lycée, c'est beaucoup plus grand. Il y a des personnes beaucoup plus différentes, on va dire, des gens qui étaient très très aisés, ce que moi, j'avais pas trop côtoyé. Typiquement, il y avait un voyage scolaire. C'était la première année, on pouvait pas le faire parce que les gens avaient pas assez d'argent pour le faire. Et ça, c'était vraiment incroyable au niveau du lycée. D'accord. Parce que jusqu'ici, ils avaient jamais eu ce genre de problème, quoi. Et voilà. Enfin.
J'ai répondu à ta question là? Non, enfin, plus ou moins, tu savais pas exactement ce que tu voulais faire quand tu étais au lycée encore. Non, pas trop. Pas encore très clair. Franchement, c'était trop vague. Pour moi, c'est tellement jeune. Même à 18 ans, quand j'ai fait un choix, c'était un choix comme ça, quoi. Donc, tu as fait un bac. J'ai fait un bac économique et social. Donc, bac ES, ok. Oui, parce que du coup, les maths, moi, je me sentais pas légitime sur le truc, très clairement. Au collège, j'étais pas mal, mais au seconde, beaucoup moins. Et statistiquement, je crois que beaucoup les filles, on pousse les filles quelque part à décrocher souvent au lycée au niveau maths. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais c'est pire maintenant. Je crois que c'est pire maintenant, ouais, parce qu'on leur demande de choisir plus tôt, en fait. Ah oui, ok. Du coup, on arrête les maths plus tôt. Plutôt, ouais. Ok. Et surtout, on les incite à développer des stratégies sécurisantes. Où du coup, elles vont plutôt aller là où les gens les figurent plus. Mais ce qu'on voyait, c'est que les personnes qui faisaient maths, quand c'est des filles, avaient des niveaux équivalents, voire supérieurs, jusqu'en terminale. Et que c'est après, en fait, que ça se genrifie encore plus. D'accord, ok. Donc, tu fais un bac ES que tu obtiens? Oui. Ah, oui. Et donc, tu vas où? Tu vas à la fac? Tu vas en école d'ingénieur? J'ai fait un double cursus chinois sociaux. Donc j'étais à fac, ça n'existe plus maintenant, mais c'est Paris 5 Descartes à l'époque, et l'INALCO à Dauphine. Au bout de 6 mois, j'arrête. Et là, je me reconvertis en informatique. Ah, alors, ok. Alors pourquoi? Parce que oui, alors tu t'intéresses à l'informatique depuis que tu étais jeune ou c'est un oui, hasard? plutôt. En fait, je sais que par contre, j'étais qualifiée, comme je te disais, j'étais assez garçon manqué. Vraiment, j'ai honte toujours de le dire, mais c'est vrai que je méprisais tout ce qui était fille, quoi. Pour moi, c'est soit t'es jolie, soit t'es bête. Enfin, soit t'es jolie, soit t'es intelligent, en fait. C'est plus ça, pardon. Et du coup, j'avais pas envie d'être bête. Et du coup, je vais plutôt aller côté garçon. Et maintenant, quand rétrospectivement, je vois toute la culture qui m'entourait, que ce soit musicale ou série ou cinéma, en fait, on voit que des gars blancs. Donc, c'est pas étonnant que je méprise à l'époque les filles. Et du coup, j'ai fait informatique parce que comme j'étais un garçon manqué, j'aimais beaucoup quand même tout ce qui était technique. Je jouais à FIFA beaucoup. Et par rapport à la famille, ça se voyait que j'étais plus sur les ordinateurs que les autres, on va dire. Mais par contre, moi, je voulais pas le faire parce que je trouvais que c'était très, très solitaire comme métier. Vraiment, j'avais le cliché de on est dans une cave, on parle à personne. On mange des pizzas, on boit des bières, oui. et c'est tout. Et je portais des lunettes à l'époque. Maintenant, je suis toujours myope, mais j'ai été opérée. Et c'est quelque chose qui m'a pesé très longtemps, en fait, d'avoir des lunettes. Parce que du coup, ça me gêne. Et surtout, je me disais, en fait, je suis cassée, quoi. Enfin, ma vue, elle se détériore. Donc, si je travaille sur des écrans, je vais accélérer ce processus. Ce qui maintenant, je me dis, c'est bizarre comme pensée quand même, au collège et au lycée. C'est très tôt comme pensée. C'est très tôt, ouais. C'est très jeune pour avoir ce genre de pensée, ouais. C'est quand même ce que j'avais. Du coup, je m'étais dit, non, l'informatique, ça va juste, je vais devenir aveugle à 30 ans. Enfin, c'était vraiment, c'était pas possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, c'est trop tard. Enfin, on verra. Et surtout, j'ai vu que c'était plus créatif que je croyais. Ouais. C'était l'essor d'Internet. Du coup, il y avait des sites qui étaient créés. Alors, c'était quelles années à peu près? 2000. Ouais. 2000, d'accord. Okay. J'ai eu mon bac en 2000. Donc, en plus, c'était au début de la démocratisation d'Internet, de mémoire. Oui, ouais. Complètement. Là, on quittait... Il y avait les tout premiers forfaits ADSL. Ouais. On sortait un peu du 56K et des modems. Qui grisillaient, ouais. C'est ça, ouais. Et on galérait. Et moi, quand j'ai acheté mon premier modem, d'ailleurs, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais il se passe rien, en fait. Effectivement, il faut faire des choses et aller sur les sites. Mais en tout cas, sur le site, je trouvais ça génial de pouvoir mettre des choses en ligne et que tout le monde le voit. Et surtout d'avoir une marge de manœuvre dessus. Et je trouvais que c'était un pouvoir de fou, en fait, de pouvoir faire ça. Donc, ce qui t'intéressait, c'était de publier, donc créer des sites internet pour publier des choses dans un domaine particulier ou Non, c'est plus. Là, c'était très vague. C'était plus waouh. C'est génial et ça donne une liberté de dingue. Et surtout, on n'est pas dans une cave. C'est un contact vers l'extérieur. Voilà. Du coup, j'ai potassé l'été. Puis après, en fait, j'étais geek, mais pas tant que ça parce que j'y connaissais rien par rapport aux gars qui commencent à 10 ans. Enfin, moi, je le vois bien quand je parle à des hommes maintenant. Ils ont commencé à 10 ans, ils avaient un ordinateur chez eux très tôt. Pas tous, pas tous. Pas tous, mais... beaucoup, mais pas tous. Mais beaucoup. À l'époque, ça a commencé... Enfin, moi, je vois les écarts quand même... Ouais, franchement... Enfin, pas tous, mais beaucoup quand même. D'accord. Alors que très peu, dans ma classe, en tout cas, commençaient pile poil au moment des études seulement. Ok. En fait, il y a toujours un passé, quoi. Des disquettes qu'on s'échange, qui disaient des magazines, qui se débrouillent tout seul, alors que moi, j'avais juste pas accès à tout ça. Et t'as fait quel type d'études alors? J'ai fait un BTS. BTS, ok. Un BTS informatique de gestion en alternance.
Et du coup, parce que je devais financer mes études, du coup, c'est pour ça que j'étais en alternance. Sauf que j'y connaissais rien, donc c'est compliqué de trouver un travail quand on n'y connaît rien. Et du coup, je me suis débrouillée et après, j'ai continué toutes mes études en alternance. Et ensuite, j'ai intégré la fac en alternance de Créteil et encore une autre à Dauphine. Alors, toujours en informatique ? Oui, tout le long, c'était de l'informatique. Donc, tu as été jusqu'en bac plus 5, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Avec une spécialisation en bac plus 5 C'était informatique de gestion, technologie nouvelle. Oui. D'accord. Oui. Ok. Et donc, tu as commencé quand même et en parallèle, donc tu crées des sites web. Est-ce que tu te souviens, par exemple, le premier que tu as créé ? Le premier, c'était pour... parce qu'en fait, en BTS, c'était une école privée qui avait... déjà, là, j'ai découvert que c'était n'importe quoi, les écoles privées, qu'on pouvait très bien ne pas avoir de cours, typiquement. Ou avoir des cours très inégaux. En fait, c'est pas mal d'étudiants qui sont profs, où il y a du turnover, il n'y a pas vraiment de contrôle dessus. D'accord. Le seul engagement, c'est de nous faire passer le BTS au bout des 2 ans. Donc on peut juste très bien le planter et pas avoir de cours, c'est à nous de nous donner les moyens. Et du coup, j'allais chercher des cours. Et là, mon enjeu, c'est le premier site internet que j'avais créé, c'était pour mettre en ligne justement les cours qu'on n'avait pas. Voilà. Donc pour les autres étudiants et étudiantes. Exactement. Donc de ma classe ou d'autres classes parce que moi j'en trouvais pas. Enfin j'en trouvais pas. Je galérais quand même à en trouver. Je me suis dit autant avoir un endroit où centraliser tout ça. Donc là c'était mon premier site en PHP et MySQL. Et après, alors, je sais plus tellement la chronologie, mais je sais qu'il y a une période où j'étais très prolifique en site internet. D'accord. À cette période-là, à peu près, je suis devenue végétarienne, pour le coup. Et moi, je suis un peu, obsessionnelle quand j'ai une révélation, on va dire. Et pour moi, le végétarisme, c'est marrant parce que j'étais très contre. C'était une viandard, quoi. Ah oui, oui, enfin, oui. Je sais pas comment dire en féminin, mais donc t'aimais beaucoup la viande en tout cas. Oui, je mangeais des grecs tout le temps. Enfin, c'était. Des trucs gras, quoi, avec. C'est ça. Ouais. Et puis j'ai grandi comme ça, en fait. C'est associé à plein de souvenirs d'enfance, à des moments, à des personnes. C'est beaucoup d'émotions en fait et d'intime dans la nourriture. En plus, on a connu que ça, donc ça fait quand même un peu peur de se dire on va juste manger de la salade et des carottes. Mais bon, du coup, je l'ai fait pour plusieurs raisons. En tout cas, je trouvais que j'avais pas le choix et que si je voulais être un minimum cohérente avec moi-même, dans la mesure où si y a une vache qui passe et que on me donne un couteau, on me dit vas-y, tu l'as et mange-la, je fais non, je vais manger ma salade en fait. Je sais pas, enfin ça vaut pas le coup ce plaisir par rapport à ce coup-là. Et je trouvais ça trop hypocrite. Après, encore une fois, je suis pas du tout parfaite et je juge vraiment pas. Non, mais moi, je voulais pas, je voulais pas faire ça. Dans le sens, ça me coûte trop. Et voilà. Et donc, tu t'es pas contentée de devenir végétarienne. Tu as créé un site web sur le Oui, alors c'est vrai que ça paraît extrême. Non, mais je sais pas. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que je me suis dit, mais en fait, une fois que je commence à être végétarienne, je me dis, moi, c'est ça la raison, c'est juste de la cohérence. Et je commence à regarder, du coup, qu'il y a des facteurs écologiques. Je me rends compte qu'il y a énormément de végétariens et végétariennes célèbres qu'on connaît pas. Et moi, je fonctionne beaucoup quand même avec des rôles modèles, dans le sens où si quelqu'un existe, je sais que ça va ça va être plus facile pour moi d'aller dans cette voie-là en me disant quelqu'un l'a fait devant moi et ça va quoi. Et quelqu'un qui existe aujourd'hui. Pas des rôles modèles de... Ça marche aussi. Franchement, je suis remontée assez loin. Okay. Ouais, je suis remontée assez loin. Et surtout des gens qu'on admire, tu vois. Donc, il y avait Moby, par exemple, à l'époque. Donc, un historique, Moby, oui. Oui. L'artiste. Il y a des sportifs aussi, où on a plein de clichés. On se dit les végétariens et végétariennes sont malades. Donc, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils savent pas. Et pareil que sur le site que j'avais fait pour les cours, c'est des données qui sont parsemées, en fait. Et du coup, je me dis, autant créer une base de données, que les gens puissent contribuer, mettre des photos pour que ce soit sympa, tout ça. Donc je fais une base de données de végétariens et végétariennes célèbres. D'accord. Voilà, que je ne sais pas du tout si ça existe encore le site ? Oui, ça existe encore. C'est vrai ? Je crois qu'il n'y a personne dessus. Ah ouais, d'accord. Ça c'est à l'époque Free en fait. C'était ma question, tu les hébergeais où ? Donc t'avais un abonnement Free, Free, ouais. Et donc tu les hébergeais sur les sites perso de Free, c'est ça ? Enfin les pages personnelles. C'est ça. Je sais même pas s'il fallait un abonnement à l'époque, je crois pas. Je suppose qu'il fallait être abonné à Free pour utiliser des pages perso, non ? Je suis pas sûre. T'es pas sûr ? Je sais pas. Vu le nombre de sites que j'ai. Je peux pas dire que j'étais pas abonné à Free à l'époque, donc je ne sais pas, mais peut-être. Non, peut-être que t'as raison. Non, peut-être que c'était l'époque des pages perso ouvertes à toute personne, comme Club Internet et compagnie, quoi. Clairement, c'est une catastrophe, parce qu'ils seront jamais éteints. En vrai, visiblement, les tiens existent encore, donc et tu t'es pas dit justement, tiens, je vais les mettre à jour, notamment sur les VG célèbres. En fait,
Maintenant, il y a quand même plus de gens qui... Enfin, il y a plus de sites qui existent. Ça s'est largement démocratisé, là, depuis 20 ans. Ah bah oui. En plus, je suis passée à autre chose en vrai. Et je sais que j'étais dans le métro, je distribuais des flyers. Enfin, c'était vraiment quelque chose où je me disais... Ah mais donc, t'avais du militantisme, il faut que ça se sache, quoi. Mais t'avais du militantisme, en plus, physique. C'est-à-dire, parce qu'à la limite, pour une personne geek, mettre en ligne un site internet, ça paraît normal, enfin logique. Oui. Mais alors, aller distribuer des flyers dans la rue, c'est-à-dire se confronter aux autres. Et surtout à une époque, il y a 20 ans, quand même, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Tout le monde s'en foutait, en vrai. Oui, c'est un peu... Tout le monde s'en fout. Et, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que j'ai souvent cette démarche où si quelque chose m'intéresse, je me renseigne beaucoup dessus. Donc, je vais rejoindre plusieurs communautés pour voir les connaissances. Je vais me dire, waouh, c'est trop important, il faut que ça se sache. Et après, je vais faire des trucs qui sont plus ou moins absurdes, hein, mais voilà. C'est genre absurde. Enfin, je me vois, en soi, c'est ridicule, quoi. Enfin, vas-y, donne l'exemple. Prospectivement, je veux dire, entre guillemets, une gamine, mais je sais pas quel âge j'avais 20 ans, je pense. 20 ans dans le métro, là, en train de donner des flyers. Ou même, par exemple, il y avait la Veggie Pride qui venait de se lancer à l'époque. Je crois que ça n'existe plus. Et moi, je mangeais souvent chez un grec. Quand je suis devenue végé aussi, donc quand je suis devenue végé, j'ai aussi mangé chez ce grec, mais il a fait un truc sans viande pour moi. Pour toi, ouais. Et du coup, j'avais récupéré des affiches pour la manif, et je lui ai demandé si on pouvait l'afficher chez son grec. Et là, ça me paraît complètement absurde, mais je me rappelle à l'époque, il m'a regardé et il a fait non. Mais moi, ça me paraissait tellement évident que on pouvait pas être contre, que c'était important, que je m'étais pas dit c'est pas le meilleur endroit. Enfin, j'aurais pu aller au magasin de musique en face ou à la pharmacie, quoi. Mais c'était pas là où tu avais le plus de chances de convaincre des gens, mais quoique, en fait. En tout cas, il allait pas tuer son propre business, quoi. Voilà. Mais comme je le connaissais bien et qu'on s'entendait bien, j'avais pas mesuré le conflit d'intérêts qui pouvait y avoir. Pour moi, c'était juste une information. Si on a envie, on y va. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Mais il y avait pas d'enjeu, quoi. Oui, parce qu'après, il peut faire des plats végés avec des aubergines, des trucs comme ça, garder des frites. Oui. Voilà, enfin, il y en a quelques-uns qui le font. Enfin, il y en a de plus en plus qui le font d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, complètement. En fait. Mais c'est vrai que. Parce qu'il y a de la demande aussi, tout simplement. Absolument. Voilà. C'est un marché. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi parce qu'il y a un marché. Oui, tu disais que tu es un peu obsessionnel et puis tu avais envie de comprendre, te plonger beaucoup dans les choses. Est-ce que c'était potentiellement lié aussi au fait de ne pas avoir envie d'être pris en faute? C'est-à-dire que quand on est un peu militant ou militante, on a besoin d'avoir le maximum d'arguments pour être sûr de pouvoir vraiment bien défendre sa cause. Oui. Est-ce que c'est lié à ça ou pas du tout? Alors je sais pas, je saurais pas dire, mais par contre ce que je sais c'est que on m'embêtait beaucoup sur mon végétarisme. Alors moi j'avais pas du tout envie de convaincre. Alors qui t'embêtait? Dans ta famille? Dès que je mange à quelqu'un en fait. Ah ok. Plusieurs fois t'as dit je suis militante, mais moi je me considérerais je ne me considère toujours pas militante à vrai dire. C'est juste des accidents, on va dire. C'est dans le sens où il y a quelque chose qui est important pour moi. Et à un moment, je vais sortir du bois et faire quelque chose. Et après, je retourne dans ma grotte. Mais c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, où je me fais plaisir, où je tire de l'énergie. C'est vraiment plus, je sais pas, un élan de survie ou une nécessité sur un message ou quelque chose de plus grand que moi, que je pourrais jamais être comme certaines personnes que je vois, je sais pas, dans les manifs ou dans les assemblées, aller sur une estrade et dire, tirer tout le monde, aller dans la contradiction des gens en public. Alors, je t'ai déjà entendu dans des podcasts ou dans des interviews parler de ça, notamment récemment. Et j'ai l'impression que tu associes le mot militant au fait d'aller dans des manifs, de prendre des risques, d'aller se confronter, par exemple, politiquement, soit sur des réseaux sociaux où il faut pas se confronter parce que ça sert à rien, mais par exemple à la télé avec des gens qui sont pas du tout de cette position, alors qu'en fait on peut être militant à son propre niveau, quoi. C'est non? Pour moi, militant, on prend quand même un peu plaisir à ça. Alors moi, c'est quand même un peu une souffrance. Ah, c'est une souffrance. Quand je le fais, oui. Ok. Et tu le fais parce que tu penses que il faut le faire, mais c'est une souffrance. Exactement. D'accord. Après, souffrance, c'est peut-être un peu fort, mais je suis en mode, il y a pas le choix, il faut le faire. Enfin, c'est quand même une lutte contre moi-même quand je le fais. Tu vois, quand je m'exprime sur ce truc. Alors que pour moi, un militant est peut-être que je me trompe, un militant ou une militante est à l'aise. En vrai, j'en sais rien. Peut-être que je connais pas cette militant vraiment pour pouvoir dire, mais c'est vrai que j'ai cette image-là. Tu vois, tu le définis pas comme ça. Entre guillemets, c'est facile. Pour moi, c'est un métier, ça prend plus de temps. Et
Et ouais, c'est vrai que je me définis pas. Tu vois, je dirais engagée parce que je me dis oui, c'est vrai. Des fois, je suis engagée, des fois non. Alors que militant, ça me paraît plus. Comment dire ? On est plus entraîné et c'est presque un métier, tu vois. Je sais pas comment le dire. Ouais, ça fait deux fois que tu emploies ce mot métier pour militant. Alors, c'est vrai qu'il y a des militants professionnels quelque part. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais, ça marche. Je sais pas. Enfin, c'est qu'un mot. Hein. Enfin, j'ai pas de. Oui, non, mais c'est qu'un mot. Après, par exemple, tu vois, il y a eu un moment un autre mot qui était activiste et pas mal de gens ont arrêté de l'utiliser parce que ça donnait une vision violente d'une activité militante, alors que pas forcément. C'était simplement une traduction anglaise. Ben, voilà, c'est bon. Mais en tout cas, oui, j'avais été marqué quand j'avais écouté un podcast récemment où tu parlais effectivement des personnes qui allaient en manif, qui prenaient des risques. Donc ça m'étonnait que tu me parles du fait que tu allais distribuer des flyers dans le métro. Parce que quelque part, ça peut prendre des risques. Hein. Oui, mais peut-être que j'étais inconsciente. Tu vois, je me dis pas, on va m'attaquer. D'accord, personne... Ah, c'est ça. Ouais, et aujourd'hui, tu vois, aller coller dans la rue, même si je le faisais, enfin, ça m'arrive de coller un peu des trucs en douce et tout. Tu parles de collage féministe ? Un peu, mais pas que. Okay, d'accord. Donc je mets des stickers par-ci par-là, mais c'est vraiment, c'est juste que j'en ai dans mon sac et de temps en temps j'en mets. Mais c'est en passant, tu vois. C'est pas vrai parce que des fois je fais des sorties exprès, mais c'est vraiment très très ponctuel, tu vois. C'est sur une actualité politique ou des choses comme ça. En parlant d'actualité politique, avant de faire la pause musicale et de parler un peu de ton parcours pro, est-ce que t'as parlé d'engagement tout à l'heure? Est-ce qu'au niveau politique, à un moment, tu t'es engagé ou tu t'es senti concerné par des différents projets de loi? Parce que vu ton âge, je pense notamment à comment ça s'appelle là, le truc de Villepin, le CPE, oui. contrat première embauche ou des choses comme ça. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti concerné, avoir envie de comprendre ce qui se passait, de t'investir ou pas du tout? Un peu, parce que du coup le contrat nouvelle embauche, effectivement, ça j'étais bien investie dessus. Mais du coup, j'avais créé un site dessus aussi. Ah ouais, encore? Vraiment, je me dis, mais quelle tête brûlée, quoi, à l'époque. Mais là, pour la même raison, en fait. C'est dans le sens où je me dis, bah, ça nous concerne directement. On pourra nous virer et nous rendre corvéables à merci. Quand je discute avec des personnes autour de moi, elles ont pas l'air de savoir ni de se renseigner dessus. Alors que ça va vraiment être compliqué pour notre avenir. Donc là, pareil, à la base, ça part assez simplement. Je crée un site, j'écris du texte, je le mets en page, je mets un graphisme et après petit à petit je l'enrichis par rapport à ce que je retrouve à gauche à droite et ça fait aussi que du coup je peux le partager à des gens qui se posent des questions par exemple. Donc là du coup il y avait un site qui avait pas mal tourné à l'époque et mais en vrai c'est ma seule fois qui était aussi engagée. Moi enfin, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que j'y vais à reculons en vrai, parce que. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais une image de toi inverse. Ah oui? Avant que je te connaisse, je me disais. Alors, j'allais employer le terme guerrière, mais en fait, en tout cas, c'est l'image que j'avais, mais je sais pas pourquoi, hein, parce que tu faisais partie des Duchesses France, etc., dont on parlera tout à l'heure. Donc, je me disais, oui, c'est quelqu'un qui y va, qui a pas peur, etc. Et finalement, de ce que je comprends, c'est pas vraiment ça, en fait. Non, c'est vraiment, je me fais violence. Et ça, je pense que, enfin, j'ai découvert récemment, mais c'est lié aussi à mon côté racisé. Où en fait, on n'est pas. Tu vois, il y a faut pas faire de bruit, c'est ça? Faut pas faire de vagues. Faut pas faire de vagues. Ouais. Et du coup, il y a l'espèce de. Si on conteste le statu quo, le système en place, on a un gras et un gratte. Et alors j'ai oublié les termes politiques qu'il y a, mais je sais plus ce que c'est, la reconnaissance de la France, enfin bref, des choses de ce type-là, tu vois. Nous, si on est là, on doit juste servir et puis c'est tout. Après, la question, c'est servir qui ou quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment le côté, on doit. C'est pour ça que les Asiatiques, d'ailleurs, sont moins critiqués que d'autres, parce qu'on se fond dans le moule et qu'on parle pas trop, quoi. Là, j'exagère, c'est pas du tout essentialiste, hein, c'est vraiment plus dans la culture et aussi on les écoute pas, hein, c'est aussi simple que ça, quoi. Mais en tout cas, on encourage ce type de système-là et on va complimenter ça, ce qui fait que moi, souvent, enfin c'est pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé en conférence ou dans des tables rondes de juste dire des choses. Et on me dit, ah mais toi, on sait que t'as pas la langue dans ta poche. Et moi, ça me surprend quand on me dit ça, je me dis, ah bon? Enfin, je parle juste, en fait, comme toi et moi, mais parce que je suis une femme, je pense, et parce que je suis asiatique, ça détonne avec les stéréotypes qu'on a sur ça. Et quand on me dit ce genre de choses, je pourrais m'en moquer, ce qui est un peu le cas, mais en même temps, je pense qu'insidieusement, ça renvoie le message de t'es pas conforme et t'es pas censé faire ça. Voilà, donc je pense que c'est aussi le côté immigré qui fait que c'est plus compliqué quand même d'aller à contre-courant et c'est plus risqué et même si en vrai il m'est pas arrivé grand chose hein. Et puis c'est aussi plus dur pour une femme. Oui aussi, oui, complètement. De l'engagement ou autre.
c'est beaucoup plus dur. C'est ça. Bah, c'est interdit. Et en plus, comme on est élevé pour être validé par les autres, surtout les hommes blancs, enfin les blancs et les hommes, ça dépend de l'intersection dont on parle. Comme on fait pour être validé, on fait ce que les autres veulent, quoi. Donc vraiment, c'est là où c'est un peu mindfuck. Et du coup, quand je le fais, je me dis, je me fais violence. Mindfuck. Ouais, dans le sens, on est un peu schizo, tu vois, dans le sens. Mindfuck. Oui, mindfuck. Ah, j'ai compris manfuck. C'est ça. Je savais pas comment c'était. Pardon, mindfuck. Donc c'est. Je sais pas comment dire en français. C'est. L'esprit torturé ou je sais pas quoi. Oui, ouais, d'accord. Dans le sens, c'est contradictoire en fait. Oui. Il y a des injonctions contradictoires. Voilà, on peut le dire plus simplement comme ça, en disant si tu veux être accepté, rentre dans le système et fais ce qu'on te dit. Et en même temps, tu sens que c'est pas ok. Et qu'il faut faire quelque chose, sinon tout le monde va le payer. Et du coup, ça, c'est un système qui marche bien, parce que du coup, ça entretient les systèmes dominants qu'il y a aujourd'hui, en fait. Et par rapport à ça, tout à l'heure, tu parlais des rôles modèles que tu apprécies beaucoup. Est-ce que le fait de le faire, c'est aussi une façon de servir, alors pas de rôle modèle, mais en tout cas de montrer aux autres personnes qu'il est possible de le faire? Maintenant, oui, plus. D'accord. Plus. Tu vois, typiquement là, notre point. Ouais. Tu vois, je parle très peu de racisme, en fait. J'ai commencé il y a 1 an, tu vois. Tu parles plus de sexisme. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais c'est ça. Voilà. Mais même le sexisme, je mets du temps parce que j'ai pas envie de rentrer dans le groupe des victimes ou des empêcheuses de tourner en rond. Mais là, pareil, c'est juste un besoin d'être intégré et de se faire accepter, tu vois. Et du coup, c'est drôle ce que tu dis en disant que j'ai une carrière et tout, parce que en fait, ça me coûte. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, voilà. Moi, ça fait que 1 ou 2 ans où je me suis dit, mais en fait, je suis pas blanche. Et du coup, ça explique plein de choses. Ça explique des comportements différents avec moi et moi je comprenais pas, ou des intersections. Typiquement, quand on est végé, enfin à l'époque en tout cas, souvent il y avait des amalgames en disant entre guillemets t'es pur et du coup on va te faire le procès de toute, on va te faire ton procès en fait, dans le sens je sais pas, t'as fait ça de mal quoi. Ah oui, parce que comme t'es végé, tu dois être pur sur tous les domaines. C'est ça, exactement. C'est ça, ok, je comprends. Et du coup, il y a un a priori aussi sur les luttes des classes ou sur le sexisme ou le racisme. On va partir du principe où si quelqu'un est de gauche, par exemple, la personne va forcément être antisexiste, antiraciste et tout ça, mais pas du tout. Si la personne est végé, elle peut aussi être pour les pesticides pour autant. Enfin, il y a pas d'évidence en fait sur ces trucs-là. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait mes armes aussi sur le site, en disant au fur et à mesure que j'apprends à traiter des objections que j'ai, parce que du coup, je me pose la question quand on me pose une objection, en disant ouais, je sais pas, donc je vais aller regarder ce qui se passe. Ensuite, je me fais mon avis et puis là, je le partage sur un site. Voilà. D'accord. On va faire une pause musicale. Alors, je sais pas par laquelle tu veux commencer, puis je vais demander de les présenter les pauses musicales, parce que elles ont quand même une histoire, ces 2 pauses musicales. Tu veux commencer par laquelle ? On peut faire Quiet. Ouais, je pense que ça colle mieux là. Alors peu importe. Donc Quiet par Milk, mais est-ce que tu veux juste expliquer pourquoi ce choix de pause musicale ? Quiet par Milk. Du coup, le côté asiatique, comme on vient de parler de racisme intégré, moi j'étais raciste de façon intégrée dans le sens. Alors c'est pas dit comme ça, c'est pas que j'aime pas les asiatiques et les nord arabes, mais c'est plus que inconsciemment, on voit tellement plus de blancs qu'on va les considérer quand même un peu en dessous. Et du coup, on va plus aller chercher la validation des blancs et des blanches que vraiment considérer tout le monde, quoi. Et je le vois tout le temps, en fait. Moi, on me voit pas dès que je suis avec une blanche. Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Et du coup, cette chanson Quiet d'une chanteuse asiatique américaine. Sinon américaine, elle parle du fait qu'on attend des femmes qu'elles soient silencieuses. Et c'est encore plus vrai chez les Asiatiques. Mais là, elle parle aussi d'agression sexuelle. Donc là, c'est encore plus dur. Donc, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, ça aussi, c'est un système qui marche bien en termes de recettes. On éduque les femmes à être à l'écoute des gens, ce qui, sur le papier, est une bonne chose. Et à faire passer aussi le besoin des autres devant. Et du coup, quand elles se retrouvent en position d'être agressées, c'est plus facile d'être sidéré dans ces situations-là et de pas réagir. Et c'est là où quand un homme va dire pourquoi est-ce que les femmes qui se font agresser elles ont qu'à se battre en fait, de dire non clairement ou de donner un coup de poing ou ce genre de truc, mais on n'est pas du tout sur les mêmes codes. Et c'est ça qui assure aussi l'impunité des agresseurs, une justice sur agresseurs au masculin du coup. Et du coup cette chanson parle de ça. L'autre point c'est que c'est une asiatique et qu'en termes de représentation, il y a beaucoup moins de représentation noire arabe et encore plus je sais pas, mais aussi asiatique sur toute la culture pop. Moi je peux pas citer de
de séries là où une actrice principale est une asiatique en fait. Sûrement il y en a un. Ou alors Jackie Chan ou Bruce Lee, voilà, ça va être des stéréotypes masculins, mais en femme, non, j'en vois pas. Ça va être des rôles secondaires. Lucy Liu peut-être. Lucy Liu, oui, mais elles sont plusieurs, non? Elles sont plusieurs, je sais pas. Enfin, c'est Drôle de Dame, c'est ça, non? Oui, non, mais elle a fait plusieurs films où elle était avec un rôle principal, non? Je suis pas sûre, je sais pas. Non. Bon, alors peut-être que je confonds, je sais pas, on vérifiera à la pause. Dans Ali McBeal et elle était secondaire. Mais en fait, tu vois, dans. Ah, tu vois, dans une série. Ah oui, effectivement, elle était secondaire. Il me semble qu'elle a joué dans Drôle de Dame aussi. Oui, elle avait dans Drôle de Dame, oui. Peut-être. Tu vois, dès que tu vas voir une personne asiatique. Enfin, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Après, il y a Michelle Yeoh aussi. Par contre, elle, c'est vraiment. Voilà. Donc, soit il y a que des asiatiques. Du coup, il y a une asiatique et voilà, elle a le rôle principal. Mais si tu prends un groupe de personnes et qu'il y a une asiatique, ce sera jamais elle, pour moi, le rôle principal. Et pareil sur les Indiens, Indiennes. Moi, je connais qu'une série où l'indienne a le rôle principal et que c'est pas les blancs et les blanches. C'est mes premières fois, une série Netflix que je recommande chaudement. Bon bref, voilà. Et tout ça, tout ce qui encourage ce sexisme et ce racisme intégré, c'est le manque de représentation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une artiste asiatique sur Quiet. C'est une très belle chanson. Et ben donc nous allons écouter Quiet par Milk. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Put on your face, know your place. Shut up and smile, don't spread your legs. I could do that, but no one knows me, no one ever will. If I don't say something, if I just lie still, would I be that monster, scare them all away? If I let them hear all I have to say, I can't keep quiet, no, I can't keep quiet, no. One woman riot, I can't keep quiet, or anyone. Anymore, 'cause no one knows me, no one ever will. If I don't say something, take that dry blue pill. They may see a monster, they may run away, but I have to do this. I can't keep quiet, no, no, oh, I can't keep quiet, no, 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 one woman riot, oh, I can't keep quiet. There'll be someone who understands. Must be someone who understands. There'll be someone who understands. Oh, I can't keep quiet. Oh, I can't keep quiet. I can't keep quiet. No, I won't keep quiet. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Quiet par Milk. Vous écoutez toujours l'émission Chemin de Traverse. Je suis toujours avec Florence Chabano. N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon Chemin de Traverse. Avant de poursuivre, Florence voulait corriger quelque chose. Oui, par rapport à... Parce qu'on parlait du parcours tout à l'heure pendant la chanson. Mon bac, je l'ai eu, mais j'ai eu 10,1, donc je l'ai eu de justesse. Comme je disais, au lycée, j'étais pas forcément une bonne élève. Donc en gros, collège, très bonne élève. Lycée, vraiment pas très bonne élève. Et BTS, très bonne élève. Master, bonne élève. Voilà. Bah ouais, très bien, ok. 10,1 au bac, l'important c'est de l'avoir. Hein. Donc, on va finir un petit peu ton parcours sans forcément aborder tous les thèmes du parcours, mais je trouve que c'est intéressant de voir ce que tu as pu faire. Donc après tes études de bac plus 5 en informatique, tu rejoins ce qu'on appelle une ESN, une entreprise de services numériques, parce que tu m'as dit que c'était une entreprise qui un peu touche à tout, c'est-à-dire qui abordait tous les sujets de l'informatique. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire quelle ESN c'était ou Oui, elle n'existe plus, hein, donc je peux le dire. C'est Égide Développement. On était 10. Ah, donc c'était une petite. Dans ma tête, c'était une grosse. D'accord. Non, parce que comme je te dis, je connaissais rien en informatique. Donc en gros, j'avais juste lu le livre HTML l'été. Après, j'ai déroulé l'annuaire des entreprises qui avaient un email en Ile-de-France. Et j'ai envoyé un mail à chaque personne. Et puis là, on m'a répondu, j'y suis allée. Et voilà, et j'en avais 2 en fait sur tout l'annuaire. Donc, mais c'est quand même que les ESN que j'ai contactés. D'accord. Et c'était quoi? C'était 2005, 2006, un truc comme ça? 2001. 2001, d'accord. Ouais, c'était en plein en septembre. Ouais. D'accord. Et donc tu as fait quoi dans cette ESN en fait? J'ai fait des pages HTML. J'ai fait un calculateur pour la finance. J'ai fait du débugage. J'étais envoyée chez le client. C'était une catastrophe. Alors, est-ce que ça, c'était un plaisir d'aller en clientèle? Bah, franchement, on m'a un peu envoyé au casse-pipe, je trouve. Mais ça, toutes les ESN font ça. Ça, c'est malheureusement. Moi, j'étais choquée. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire, c'était quoi le contexte? On t'envoie sur un sujet que tu ne maîtrises pas, c'est ça ou Pas complètement, mais bon, vu mon jeune âge de l'époque et mon expérience, en gros, c'était sur du débugage, sur du Visual Basic, sur une base Access. J'avais juste pas été accompagnée du tout. Je me suis débrouillée tant bien que mal pour essayer de débugger le souci, et j'avais un responsable de syndic assez nerveux qui était pas du tout content de rien, et voilà, c'était mon premier. En fait, je pense qu'ils avaient pas envie de s'en occuper, du coup ils me l'ont filé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on n'a plus le client après. Enfin, il voulait juste gagner un peu de temps. Bon, après, c'était une expérience, hein, mais sinon, j'y allais plutôt contente en vrai. Hein. Je travaillais beaucoup, j'apprenais plein de choses. J'ai aussi fait de la saisie, donc plus basique. Et si j'avais été recrutée, c'est pour faire des tâches que les ingés voulaient pas faire. Parce que c'est trop facile, etc. D'accord. Alors rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'était ultra sexiste comme environnement, en fait, mais j'ai mis 10 ans à m'en rendre compte. T'étais la seule femme dans l'équipe ou J'étais la seule femme dev, enfin dans la partie informatique. La partie informatique, ouais. Ok. Après, à côté secrétariat, c'était des femmes aussi. Mais c'est là où tout ce justement, je parlais de stratégie de survie tout à l'heure. Tu vois, on rit à des blagues qui sont pas drôles, on corrige pas, on réagit pas sur ce qui est pas ok. On attend que ça passe en fait. Donc moi, j'avais pas un grand plaisir pendant les pauses déj ou ce genre de choses. Mais bon, vu que c'est 100% de mon expérience et que j'apprenais des choses par ailleurs, franchement, j'allais pas trop mal. J'allais pas mal, hein, même. Mais c'est vrai que bien après, je me suis dit, mais c'était tellement pas ok. Enfin, ça parlait tout le temps de films porno. Dès qu'il y avait des mots, on voyait tout de travers, en fait. Tout était sexualisé. Ça faisait que moi, je faisais encore plus attention. Mais comme on parlait pas de moi, j'essaie d'aller dans le même sens, ou de pas paraître trop coincé ou à contre-courant, quoi. Quand tu dis qu'on ne parlait pas de toi, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas des blagues sur toi? Oui, vu que on parlait ça devant moi. Donc ça veut dire que j'étais dans... Ah, t'étais dans l'équipe? J'étais dans l'équipe, bah ouais. Et c'est là où ça empêche de dire des choses et de voir que c'est un problème. Surtout, c'était des gens qui étaient sympas, en vrai. Et moi, je me suis dit, bon, c'est la culture, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, mais c'était tellement lourd et tellement pas ok, mais il m'a fallu... franchement, 10 ans, je pense. Parce que pendant longtemps, j'ai dit, moi, j'ai jamais eu de sexisme ou quoi que ce soit, dans le sens où on m'a pas dit, on m'a pas insulté directement, c'est ça. Mais c'était quand même une ambiance qui était ultra malsaine au quotidien, quoi.
Et t'es resté combien de temps dans cette Je entreprise? suis restée 2 ans. 2 ans, C'était d'accord. très dénigrant aussi, très paternaliste. Mais pour moi, c'était quand même une expérience, parce que c'était ma première expérience. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Et les gens étaient quand même assez bienveillants. C'est bizarre de dire ça, mais, Ouais. Tu vas le dire, ouais. mais de ma posture, c'était assez bienveillant. D'accord. Et donc là, ça fait 20 ans que tu travailles dans l'informatique. Après, t'as fait quoi? Toujours des ESN ou t'as été chez Non. des entreprises utilisatrices? Moi, je voulais faire du Java à l'époque, enfin, Ouais, du quel langage langage de orienté programmation, objet, d'accord, parce ouais. que du coup, sur toute expérience, j'avais fait pas mal de PHP et de MySQL, et un peu d'ASP.NET, mais bon, et du VB aussi, mais voilà quoi. Et je voulais vraiment rentrer dans le monde des langages orientés objets. Je sais pas à quel point c'est du jargon là, ce que je dis. Bon, bref, un autre langage. Une autre forme de langage, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai rejoint. Alors là, j'ai intégré la fac où je me suis dit que c'était plus structuré qu'une école privée où il n'y avait pas de cours. Et là, j'ai intégré une boîte qui s'appelle BBGR. C'est une filiale d'Essilor, donc qui fabrique des verres de lunettes. Donc un grand groupe, tout ça. Et là, j'ai intégré le service qualité, où en fait, j'ai continué à faire du PHP MySQL et un petit peu de C#. Voilà, donc ça a duré 3 ans, pour le coup. D'accord. Et ça, je me suis rendu compte des effets bien plus tard, que ça m'avait sensibilisé au service client, en fait. Parce que du coup, j'ai appelé les utilisateurs, utilisatrices, pour voir si il ou elle était satisfait de nos services informatiques. Je gérais l'outil en PHP MySQL pour gérer les changements, les changements en production, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a servi tout le long, en fait, d'avoir une approche globale, en fait, de l'informatique en tant qu'outil pour servir un but, même si je l'avais déjà dès le début par la façon dont je suis rentrée dedans. Mais ça m'a quand même donné quand même un peu de structure et de méthode, voilà, qui m'a servi quand je suis devenue manager plus tard. Ah, parce que tu es devenu manager à un moment. Oui, assez vite. Assez vite? Je crois, oui. D'accord. C'était une volonté ou c'était... Non, c'était comme ça. C'était comme ça? Enfin, je l'ai pas cherché, on va dire. Après, je trouvais ça sympa, parce que j'aime bien travailler avec les gens. Entre-temps, j'étais Scrum Master aussi. Ah, il faut que tu expliques Scrum Master sans être trop technique. Scrum Master, c'est... je facilite la vie d'équipe, on va dire. T'es un peu l'interface entre les personnes qui développent et le client ou la cliente, en gros. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que là, ce que tu dis, c'est plutôt maîtrise d'ouvrage. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans l'équipe. Dans l'équipe, d'accord. Parce que du coup, mon expérience, ma première expérience en CDI, c'était chez Quel Job, un site de petite annonce d'emploi. Et ça, c'était ma meilleure expérience pendant longtemps, où j'ai découvert les méthodes agiles qui donnaient du leadership aux gens, en fait, aux équipes. Donc, on réfléchit ensemble aux solutions de nos problèmes. On peut discuter avec tout le monde, y compris les clients et les clientes. C'est une vision très itérative aussi. Et du coup, le Scrum Master ou la Scrum Masteuse facilite ces processus qui permettent d'obtenir de l'amélioration continue à tous les niveaux, en fait. Donc, ça fait en sorte qu'on est meilleur au fur et à mesure. On a plus d'impact, ce genre de choses. Donc, ça, c'était mon job pendant 1 an, enfin 1 an ou 2. Et en même temps, j'étais manager aussi. D'accord. Alors, si tu étais manager, est-ce que tu as fait du recrutement? Oui. Et donc, par rapport au recrutement, est-ce que tu avais une attention particulière à recruter des femmes ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pendant... Parce que c'est un milieu très peu, c'est un milieu très masculin, le monde de l'informatique. Donc tu n'avais pas, en tout cas à cette époque-là peut-être. Non, en plus c'était compliqué pour moi parce que j'avais 25 ans ou 26 ans quand ah oui, je suis t'étais devenue jeune, manager, ouais, très tôt. Ouais. Et moi je trouvais que j'étais légitime vu qu'on me propose le poste et que je sais que je travaille bien. Mais en vrai, j'avais quand même des choses à prouver par rapport aux équipes qui étaient rattachées à ma direction, on va dire. Et du coup, non, j'étais plus en comment on va atteindre les roadmaps, enfin comment on va dérouler les roadmaps, comment on va remplir nos objectifs, ce genre de choses. D'accord. Et ça, j'ai fait ça pendant longtemps, de juste pas du tout traiter la question du genre. Et à un moment, j'ai essayé de le faire, mais c'était 10 ans après, quoi. Ok, d'accord. Donc à un moment, tu as commencé à le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a ton évolution personnelle. Et puis... Oui, et surtout, je me suis rendu compte que, tu vois, quand je parlais d'épiphanie sur le végétarisme, là, c'était pareil. Je me suis dit, mais en fait, je suis à côté de la plaque parce que, de la même façon que quand je recrute, je cherche des profils variés. Donc, des personnes plus jeunes, plus âgées, avec des spécialités différentes, avec des états d'esprit différents. Je veux des profils qui sont très, très structurés, d'autres qui sont plus orientés résultats et qui vont prendre des raccourcis. Pour que, en fait, dans l'équipe, si on est une équipe, c'est pas pour rien, en fait. C'est justement pour obtenir la richesse de tout le monde.
Et sur le genre, c'était un angle mort parce que je me disais, de toute façon, j'ai pas de levier, c'est les RH qui me donnent les CV. Et, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'informatique, donc voilà quoi. Et en fait, c'est un dev qui m'a dit plusieurs fois, mais pourquoi tu recrutes pas des femmes? Et de la même façon que sur le végétarisme, dans un premier temps, je me suis braquée en me disant, mais t'es marrant, toi, bon voilà. Enfin, je lui ai pas dit comme ça, mais c'est ce que je pensais très fortement. Après, je me renseigne. Et quand je me renseigne, je tombe d'assez haut en me disant, mais ok, il y a peu de femmes dans l'informatique, mais pas dans tous les pays, pas à toutes les époques. Comment ça se fait en fait? Et surtout pas dans toutes les entreprises non plus, pas dans toutes les écoles. Donc moi, si en tant que manager je fais pas cet effort-là, déjà je suis pas aussi efficace que je crois, et surtout rien ne va changer. Donc c'est à partir de là, petit à petit, que je pense que c'était en parallèle de aussi ma prise de conscience sur le féminisme. Au lycée, je me rappelle, j'étais très anti-féministe aussi. Je me rappelle vraiment de discussions où j'étais fermement contre. Où je me suis dit, à un moment, faut prendre position, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, j'en ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai développé des méthodes. De toute façon, dès qu'on porte une attention et qu'on pose des chiffres sur l'objectif, ça marche. Oui, tout à fait. Par rapport à ça. Dans l'introduction, j'ai cité l'éveil, parce que c'est toi qui as parlé de ce mot-là. Est-ce que c'est à ça que tu faisais référence, notamment? Notamment. Le féminisme. Une prise de conscience, c'est ça? Oui, clairement. Parce que je me rends compte que même si on me donnait des chiffres, déjà on me donnait pas tant de chiffres que ça, mais même on n'y croit pas en fait. Et je pense que ça c'est aussi un réflexe de survie en se disant mais c'est pas possible en fait que ce soit vrai, qu'il y ait 25% d'écart de salaire, que aujourd'hui il y a un féminicide tous les 3 jours, que je sais pas 8 femmes sur 10 se font agresser dans les transports. Et en fait c'est trop insoutenable. Donc je pense que quand t'as 10-15 ans, franchement, t'as pas envie de croire ça. Surtout que t'as pas de solution en face. Et c'est trop vertigineux. Et même sur le nombre de femmes dans l'informatique, voilà. C'est problématique. Mais une fois que t'affrontes ça, là, tu peux aller dans l'action et te dire, ok, donc ça, c'est le constat aujourd'hui. Mais déjà, c'est pas comme ça partout. Ça a pas toujours été comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et du coup, l'éveil, c'est à la fois sur le féminisme, à la fois sur le végétarisme, à la fois sur le racisme, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, moi, le racisme, je l'ai vécu, mais bon, sans vraiment m'attarder dessus. Ça fait que 1 ou 2 ans où je me suis dit, mais en fait, c'est un sujet qu'il faut que je fasse attention à ça et que je traite ces blessures comme des vraies blessures. Donc ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était lors de la conférence de Nathalie Achard que tu as reçu sur Chemin de Traverse. Grâce à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai découverte. Mais oui, c'est drôle, non? Du coup, la boucle est bouclée. Et elle a dit, c'est des blessures, il faut les traiter. Et là, quand elle avait dit ça, j'étais très émue en me disant, mais du coup, cette reconnaissance en fait de ce type de souffrance, en fait, ça permet après de les adresser, quoi. Ou j'ai eu 2-3 événements comme ça où les personnes se sont même pas rendues compte de l'impact que ça avait. Mais une fois qu'on sait ça, on peut se dire, mais c'est pas notre faute, telle situation. C'est le système, c'est les a priori que telle personne a. C'est pour ça que c'est plus difficile de se faire entendre. Ça veut pas dire que les arguments sont pourris et du coup, on traite le vrai problème, quoi. Et d'ailleurs, dans son livre, Nathalie explique les 3 niveaux d'action personnelle, interpersonnelle et systémique. Et si vous voulez l'avoir en audio, vous allez sur Chemin de Traverse, sur causecommune.fm. Chemin de Traverse, c'est l'émission numéro 2 avec Nathalie Achard. Et par rapport donc à cet éveil et se dire, je peux agir. Est-ce que c'est à ce moment-là, finalement, que tu rejoins les Duchesses France, que tu crées ensuite la Place des Grenouilles, en expliquant ce qu'est les Duchesses France, peut-être après? Alors, les Duchesses, du coup, c'est une association de femmes dans l'informatique, à la base plutôt sur du développement Java. Et en fait, j'ai souvent cette démarche quand même de se dire, je suis sur un sujet, du coup, je vais rejoindre les communautés pour voir ce qui se passe. Donc c'était un peu la démarche de base, on va dire. Et j'ai reçu l'annonce de la création des Duchesses, je sais plus trop comment. Mais déjà, j'ai pas trop compris l'intérêt. Je me suis dit, oh là, on est encore en train de faire les pleureuses, tout ça. Les victimes, quoi. L'aspect victimaire, c'est ça que oui, et puis
En fait, j'avais l'impression de rejeter les hommes, ce qui est complètement drôle aujourd'hui. Mais en fait, on nous a appris à réagir comme ça, en se disant on doit inclure les autres, même si eux ne nous incluent pas. Et du coup, je comprenais pas l'intérêt, mais bon, j'y vais quand même parce que voilà, je trouve ça intéressant et je veux voir ce qui se passe derrière la lumière. Et du coup, j'ai été dedans depuis le début, en fait. J'ai participé à pas mal d'événements qui étaient organisés. Le début, c'est quoi? C'est 2013, 2014, un truc comme ça? Ça fait une dizaine d'années? Ouais, même plus. Hein. Même plus, ouais, d'accord. 2012, je pense. D'accord. 2012 ou 2011. Ils organisaient des certifications en Java. Il y avait des soirées d'improvisation. Il y avait des ateliers de prise de confiance. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Et du mentorat aussi pour les conférences. Oui, complètement, ouais. Et donc, j'ai participé à quelques-unes ou organisé quelques-unes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rejoint. Et c'est là aussi en fait, pour moi, quand on est plusieurs, c'est quand même mieux pour partager nos problématiques. Mais le truc, c'est que il y avait plein de gars aussi. Du coup, on partageait des problématiques techniques, en fait. Alors, ça va être ma question. Est-ce que c'était mixte ou pas mixte? C'était mixte. Donc, c'était mixte, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, je crois. Enfin, ça dépend quoi. Ça dépend quoi, l'espace d'échange est non mixte. Ouais. Donc c'est sur une messagerie, on va faire une espèce de messagerie, un chat. Et par contre, les événements sont mixtes. D'accord. Okay. Certains événements peuvent être en non-mixité. Ceux que j'ai organisés, typiquement, étaient en non-mixité. Et moi, j'avais beaucoup poussé pour la non-mixité. Ça fait aussi partie des quelques éveils que j'ai eus. Oui, parce que vu ce que tu disais, je pense que au début, tu as dû te demander à quoi ça sert de faire la non-mixité. Surtout que c'est moi qui l'ai poussé et que c'est les autres qui comprenaient pas. Ah, c'est les autres. Ah, c'est l'inverse. Ok, d'accord. Ouais. Moi, non, mais tu pouvais pas le savoir. Moi, j'avais découvert un atelier de réparation de vélo dans la rue. Et mon vélo était cassé une fois et j'ai été dans cet atelier de vélo et j'y ai passé 2 heures et j'ai rien pu faire réparer du tout parce que il y avait plein de gars partout qui monopolisaient les outils, même s'ils étaient très sympas, que je savais pas réparer et vraiment j'ai perdu mon temps pendant 2 heures et ça je crois que je l'ai fait 2 fois et c'était super frustrant. Mais je me suis dit, c'est pas un atelier foufou. En même temps, j'ai pas mieux comme solution. Et puis, je veux essayer d'apprendre à le faire. Et je me rappelle, je revenais et j'avais toujours mon vélo à la main, la chaîne pas réparée, tout ça. Et à un moment, j'ai vu dans cet atelier qu'il y avait aussi un atelier non mixte. Donc, je suis allée à l'atelier non mixte. Et là, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en fait, on s'écoute, on s'entraide vraiment. Et on n'est pas en train de... En fait, je sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais il y a vraiment de la solidarité et du soutien et une vraie pédagogie qu'il n'y avait pas. Peut-être parce qu'il y avait trop de monde quand c'était mixte. Peut-être que c'était pas la même logique. Peut-être que tout le monde était pressé. J'en sais rien. Mais il y avait une vraie prise en compte. Donc j'ai vécu la différence. Et entre-temps, je me suis formée aussi un peu plus sur tout ce qui était violence sexiste et sexuelle. Et je me rappelle dans un livre de Caroline Dehaas. En finir avec les violences sexistes et sexuelles, elle parlait du sujet de non-mixité, où elle disait que, comme souvent au début, elle voulait pas exclure les hommes, et du coup, moi j'aimerais bien que des fois les hommes se disent pareil, mais bon, et du coup ils ont été en mixité, et qu'au bout d'un moment, ils ont remarqué qu'en fait c'était toujours les hommes qui parlaient et qu'on n'entendait pas les femmes. Et chez les Duchesses, c'était un peu pareil. Dans le sens où, sur un atelier d'improvisation, typiquement, il y avait 9 femmes et un homme. L'homme, au demeurant, très sympa, mais il prenait toute la place, en fait. C'était toujours lui qui parlait. Et c'était même pas vraiment sa faute, hein. C'est juste qu'on lui a appris à faire ça. Et pire, les 9 femmes se mettaient en retrait. Ce qui facilitait aussi, lui, la prise de risque qu'il a appris à faire, surtout dans des circonstances d'improvisation. Et ça fait qu'entre guillemets, on perd notre temps vu qu'on est là pour faire ça. Donc par rapport à la non-mixité chez les Duchesses, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu des soucis avec quelques hommes. Et les femmes, du coup, ont passé une énergie folle sur eux. Et moi, j'ai pas de temps à perdre, en fait. Si j'ai une association comme ça auquel je passe du temps, c'est pas pour nous défendre ou m'énerver ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est soutenir les femmes et les aider à avoir de la visibilité. C'est pas éduquer, me justifier, m'énerver sur un gars qui comprend pas notre vécu, en fait. Et j'ai pas à prouver la réalité. Personne n'a besoin ou n'a de devoir par rapport à ça. Du coup, à une AG, on a voté pour ça, mais j'ai perdu. Du coup, tout le monde personne ne voulait passer en non-mixité. Peut-être qu'il y avait une autre personne, je sais plus. Et après, on a eu encore un autre problème.
Et là, moi, j'avais laissé tomber, en fait. Je me suis dit, bon, ça me saoule, mais tant pis. Et là, c'est une autre personne qui a dit, je commence quand même à en avoir marre et on perd beaucoup d'énergie. Et là, ça a été voté. Et les femmes appréhendaient pas mal. Et en fait, ça a été super bien accueilli, parce qu'on se disait, oui, mais les garçons, ils nous ont aidés, donc, et puis ils peuvent être utiles. Et pour moi, c'est pas le sujet, en fait. Déjà, ils ont pas besoin d'être là. Et en plus, je trouve ça ultra, creepy. L'argument de toute façon, on les entend pas, on les voit pas. Mais dans ça, qu'est-ce qu'ils font là, en fait? Parce que du coup, y a des études qui disent ça, en fait. Rien que le fait d'être vu, ça change les comportements. L'effet ozone ou les tours de surveillance, là. Et moi, je me sens pas libre. Enfin, je me sens pas libre de la même façon si je sais que je suis vue. Je vais pas dire les mêmes choses que si je suis vue. Et tout à l'heure, j'avais pas fini sur le sujet de Caroline Dehaas, mais elle disait que les sujets qui étaient évoqués quand elles étaient en non-mixité, typiquement son viol, la seule fois elle a évoqué, c'était en non-mixité, et qu'elle l'aurait jamais fait s'il y avait eu un homme, quoi. Et à partir de là, ça a complètement changé l'ambiance, en fait, au sein de l'espace d'échange des Duchesses, où il y a des vrais sujets, des vrais besoins, des vrais témoignages qu'il y a eu, alors qu'avant, c'était du survol, en fait. Les vrais échanges, ils étaient que dans les événements en réel, en fait. Voilà. D'accord. D'où l'importance de la non-mixité. Absolument. Donc pas en finalité, mais en moyen. Exactement. On va refaire une deuxième pause musicale. Est-ce que tu souhaites expliquer la chanson avant ou après ? Après. Après ? Ouais. Ok. Alors, on va écouter Douce Maison par Anne Sylvestre. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle soirée d'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. C'était une maison douce, une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse réparti aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Douce Maison par Anne Sylvestre. Je suis toujours avec Florence Chabanois. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Alors, on vient d'écouter cette douce voix, mais la chanson n'est pas forcément douce, même si ça s'appelle Douce Maison. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de cette chanson ? Anne Sylvestre, c'est une artiste que j'ai découvert quand elle est décédée, pour le coup, donc très tardivement. En 2020, je crois. Oui, absolument. Donc en plein dans ma période où j'étais en train d'apprendre des choses. Et son répertoire est terriblement riche. Et le sujet qu'elle traite dans cette chanson, qui est très belle et très violente à la fois, c'est vraiment le réflexe qu'on a à soutenir les gens qu'on connaît même pas ou qu'on aime bien, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la réalité qui peut être vertigineuse, en fait. C'est ce que ça dit de nous en disant mais ça peut nous arriver et qu'il n'y a pas de justice. Et du coup, c'est un réflexe dont il faut avoir conscience, ce biais du statu quo, qui est s'il s'est passé quelque chose de mal, probablement la personne, enfin la victime, était responsable d'une façon ou d'une autre. Et cette chanson a été écrite dans les années 70. Elle est encore tristement d'actualité. Elle a été écrite en 71. Et je pense que chaque femme qui nous écoute, ou les hommes, je sais pas s'ils le savent, mais quand on se fait agresser, on se pose toujours la question de est-ce que c'est notre faute ou qu'est-ce qu'on a fait pour encourager ça. Parce que tout le système actuel et la société nous encouragent à penser ça, même si on n'a pas envie de penser ça, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai partagé cette chanson. Donc faites attention à vos amis aussi. Pardon, donc juste encore vas-y, faites attention à vos amis, c'est ça ? Ouais, nos amis, parce que il y a beaucoup de gens que j'ai adorés, Johnny Depp. Ah oui, dans ce sens-là. D'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ces biais où c'est pas parce que quelqu'un est sympa avec toi ou la facette que tu connais de cette personne. Je ne connais pas Johnny Depp, mais je veux dire même sur des proches. Quelqu'un, il n'y a pas de gens bien ou pas bien, c'est ça que je veux dire. On peut faire des choses horribles et très bien à la fois. Et ça, c'est aussi une stratégie pour permettre à la culture du viol de se perpétuer. C'est le fait d'assurer son impunité avec certaines personnes et être horrible avec d'autres. Donc typiquement sur le racisme, moi j'entends souvent je comprends pas, cette personne elle est super sympa. Je dis oui, avec toi elle est super sympa, mais moi je sais qu'elle est pas du tout sympa avec moi ou avec d'autres personnes, et mentalement c'est dur de croire ça, mais de continuer à être pote avec ces personnes et de jamais les remettre en cause, c'est d'une violence vraiment comment dire, on peut pas imaginer en fait. Je dis pas qu'il faut soutenir, mais enfin soutenir sans jamais, quoique, mais en tout cas le fait de par défaut ne pas croire les personnes et soutenir des gens qu'on connaît pas, ça c'est quand même problématique, je trouve. D'accord. Alors, on va essayer d'aborder assez rapidement, malheureusement, parce que c'est la dernière partie de l'émission. Et puis, j'encourage les gens à redécouvrir ou découvrir tout le répertoire de d'Anne Sylvestre, qui est plus connu pour ses fabulettes pour les enfants, mais qui a écrit effectivement de très belles chansons. Donc tout à l'heure tu parlais un peu de ton parcours, notamment tu es devenu manager, etc. Donc ça m'a fait penser à un des thèmes que tu souhaitais évoquer, c'est celui de la méritocratie qui n'existerait pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Oui, alors ça c'est quelque chose c'est une fable qu'on nous raconte. Typiquement quand tu me demandais si j'avais recruté des femmes, moi j'avais pas mis de focus dessus parce que comme le disent certains présidents ou milliardaires, on veut recruter sur la compétence et pas sur de la discrimination. Et ce qu'il y a, c'est qu'on part pas du tout du même endroit, en fait. Et quand on n'a pas de problème de sous, quand on n'a pas de violence, quand on a la culture qui va avec, moi j'ai toujours, toute mon enfance, senti un décalage avec les autres. Et je pense qu'entre personnes immigrées, on se comprend, mais tout est beaucoup plus dur. Et aujourd'hui, quand je vois les chances que mes enfants ont, dans le sens, la musique, ils connaissent déjà, même le langage, la culture, c'est pas étonnant en fait qu'ils soient très 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 bons en classe. Et je pense que ça, on a tendance à oublier d'où on vient, sur le côté quand on recrute et qu'on mesure que la technicité à un moment donné, sans regarder les efforts qui ont été nécessaires pour arriver là, d'où on part, on met complètement de côté la marge de progression. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et surtout, la méritocratie, là où elle me pose problème, c'est si elle sert d'alibi pour maltraiter des gens ou pour les dominer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on considère que y a des gens qui méritent, entre guillemets, de bien vivre et les autres non.
Mais qu'est-ce que c'est mériter ? Est-ce que c'est hérité d'un riche papa ou d'une riche maman ? Voilà, donc ça c'est une fable où je pense que c'est dur de se rendre compte qu'on est des privilégiés. On est tous et toutes des privilégiés d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai fait des études, je suis très privilégiée par rapport à ça. Et aussi, on va juger un peu facilement les gens qui ont d'autres codes. Typiquement, dans l'erreur, il y a beaucoup de gens qui écoutent très très fort la musique. Moi, je déteste ça. Ça m'insupporte. Mais je sais que c'est pas la même culture et que pour moi, c'est facile parce que j'ai de l'argent pour m'acheter un casque anti-bruit. Et eux, peut-être que non et qu'ils ont d'autres problématiques. Et si ça les console sur d'autres choses, c'est ok, quoi. Vraiment avoir conscience qu'on n'a pas le même point de départ. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de leur dire ou quoi que ce soit. Mais être un peu plus en soutien sur ça. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Non, je regarde parce que tu me vois faire la moue. Alors en fait, oui, je vais comme on ne cache rien à nos auditrices et auditeurs, en fait, elle a devant elle alors je crois que c'est même une carte mentale, on peut dire, hein, sur laquelle il y a plein de petites notes. Donc elle regarde. Donc je ne savais pas si tu voulais poursuivre sur le sujet ou pas. Je me demandais si je faisais une transition sur l'autre sujet. Alors si tu fais les transitions à ma place, c'est encore mieux. Donc je te laisse faire la transition. Donc sur un autre sujet que tu souhaitais évoquer, qui est l'importance des services publics, c'est ça ? Oui. Donc ça, c'est aussi par rapport à mon éducation. Musk, qui aujourd'hui, Elon, le grand, méprise tout le monde, était un immigrant clandestin à l'époque. Jordan Bardella aussi, des origines immigrées. Et notre façon de... pareil pour Hanouna, d'ailleurs, ou Sarkozy, ou Darmanin. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on se rappelle de son histoire. Du coup, quand on parle de méritocratie, on se rassure en disant que nous on l'a mérité et que les autres le méritent pas, et que du coup si moi j'ai réussi, les autres peuvent le faire. Mais c'est pas que ça. Et une autre façon de le voir, c'est de se dire mais en fait si j'ai réussi, c'est parce que le système m'a aidé à y arriver. Et moi j'ai une reconnaissance assez forte envers l'école et les hôpitaux et les quelques profs. Moi je pouvais pas avoir tous les soins, ne serait-ce que médicaux par exemple, facilement. C'était toujours un arbitrage financier, ou même sur les livres qu'on pouvait acheter à l'école par exemple. Et le fait d'avoir des bibliothèques publiques, ça m'a permis de faire des choses, d'avoir accès à des livres que j'aurais jamais pu avoir, quoi. Et là depuis quelques années on arrive vraiment, je pense que c'est pas un scoop pour les auditeurs et les auditrices ici, mais à se dire quand on coupe des revenus de l'État, donc ça va être l'ISF ou renoncer à des impositions sur les entreprises ou supprimer la taxe audiovisuelle. Donc ça c'était il y a quelques années. Au moment où ça a été fait, on se disait, en tout cas je me disais, mais ça va être la merde dans quelques années. Déjà qu'on est un peu ric-rac sur les hôpitaux, même si on est capable de perdre d'argent sur plein d'autres choses. Comment on va faire ? Et ça, c'est vraiment un système qui est fait pour se dire, on coupe les rentrées d'argent, on se retrouve dans une situation où c'est la crise, on explose, on demande à la population de faire encore plus d'efforts, alors que pendant ce temps, les milliardaires se font encore plus d'argent. Et en particulier sur l'école publique et privée. Moi, si j'avais pas été dans une école publique, même si c'était pas une école parfaite, clairement, le fait de pas côtoyer des gens qui ont de la chance, entre guillemets, qui ont pas tous les jours peur de rentrer chez eux ou à se demander s'ils vont avoir un métier ou s'ils vont devenir clochard ou clocharde. C'est vraiment une privation et ça empêche de s'élever intellectuellement et socialement. Et à force de donner des subventions aussi aux écoles privées, vraiment ça clive encore plus. Et moi je le vois encore plus parce que j'ai des enfants dans les deux établissements. D'accord. Qui font que c'est presque un test AB, tu vois. Je vois qu'est-ce que certains ont et qu'est-ce que certains n'ont pas du tout. Et c'est juste dramatique parce que avant j'avais mes deux enfants dans le public. Mais je mesurais pas ce niveau d'écart. Dans le sens, il y a même pas de chauffage dans une école. Et dans l'autre école, vas-y, on invite des résistants, ce qui est super, hein. Mais c'est pas du tout les mêmes moyens. Et du coup, ça fait que les blancs, même sur les photos de classe, c'est que des gens qui sont ultra riches. Donc j'ai un enfant qui côtoie que des ultra riches, ultra très très riches, et d'autres qui côtoient que des gens qui ont des familles défavorisées. Et ça fait que ces silos, en fait, ça va être la guerre au bout d'un moment, parce que d'un côté on connaît pas les autres, que ce soit des gens qui sont dans des situations défavorables, et comment ne pas en vouloir à l'autre partie en fait. Donc pour moi, ce côté faire des cadeaux fiscaux, c'est vraiment très très dangereux, et je suis persuadée maintenant que le gouvernement veut juste faire en sorte qu'on privatise l'école. Ça, c'est vraiment une conviction le gouvernement personnelle. actuel, tu veux dire?
Oui, mais je trouve que ça a commencé il y a longtemps. Ouais. Tous les gouvernements depuis au moins Emmanuel Macron. Enfin, Même avant, je pense. Même avant, sans doute. Ouais. Ouais, je trouve même avant. J'ai quand même une question. Est-ce que je peux me permettre de demander pourquoi un de tes enfants est dans le privé Oui. Parce que comme chaque parent, je pense que nous on a vu tous nos voisins, voisines et entourage mettre leurs enfants dans le privé au fil des années, en fait. Et il y a des problèmes dans le public, c'est vrai, mais je considère que le savoir vivre ensemble, c'est pas moins important en fait que savoir faire des maths ou de la musique. Et du coup, pourquoi je l'ai mis dans le privé, c'est parce qu'il y a un moment où, par rapport au niveau qu'il avait, on s'est dit qu'il aurait plus de chance on a déménagé aussi en fait, dans une école privée où il serait plus challengé. C'est vraiment une pure stratégie d'avenir professionnel, quoi. Et je dis pas que je regrette aujourd'hui, mais il y a quand même de gros soucis. Tu te questionnes quand même. Oui, franchement, je me questionne parce que je trouve que c'est des tours d'ivoire en fait. Et c'est pas du tout les mêmes problématiques et que Et il est en quoi là ? Il est en collège ou lycée ? Il est au lycée. Lycée, d'accord. Ils sont déconnectés de la réalité, ne serait-ce que sur l'argent et sur l'existence d'autres gens, enfin de gens moins favorisés qu'eux et elles. Ils en ont pas du tout conscience en fait. Le racisme, c'est un sujet qui est pas du tout évident. C'est limite plus normal d'être raciste dans du privé parce que de toute façon tout le monde va à l'école en fait. Et c'est pas dans les écoles publiques qu'il y a le moins de mixité. Donc voilà. Donc c'est un choix, mais typiquement le deuxième enfant, je crois, on verra, mais pour l'instant. La deuxième, c'est la plus jeune, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Ce sera sûrement du public. D'accord, du public. Ok. Alors, je regarde quelle heure il est là ? 23h15. Bon, il nous reste encore quelques minutes avant les questions de fin. J'avais te demander, est-ce que, alors, je vais pas dire ton militantisme parce que tu te reconnais pas comme militante, mais est-ce qu'en tout cas ça a eu un impact sur tes proches ou tes collègues, etc. Parce que quand on commence à avoir des convictions et qu'on les défend, alors que ce soit le végétarisme, la lutte contre le sexisme, si, il y a un sujet qu'on abordera rapidement, c'est la place des grenouilles quand même. Tu expliques ce que oui, exact. Mais voilà, quand tu as des engagements sur des choses comme ça qui peuvent être très clivantes des fois, des fois on peut se retrouver avec soit à table avec le tonton machin raciste, etc., ou en tout cas un peu rétrograde et tout. Donc quel impact ça a et seconde question qui est un peu proche, est-ce que tu es toujours en mode je défends mes idées ou des fois tu dis non, je préfère laisser pisser? Ça dépend. Globalement, en fait, moi, je suis pas très vindicative, en vrai, dans le privé. Parce que quand on se voit, donc c'est chill. On va, voilà. C'est pour manger, c'est pour manger, parler des sujets qui fâchent pas. Je prends pas plaisir à essayer de convaincre des gens, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est quand même assez rare. Par contre, quand j'entends des choses qui me, voilà, par exemple, qui me imagine. cringe, donc ça peut arriver. Je pense, j'aurais du mal à dire mon attitude type. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. Je vais pas systématiquement répondre. Si je réponds, je vais forcément prendre du temps. Ça m'arrive jamais de répondre du tac au tac sur des situations comme ça, parce que pour moi, l'harmonie, l'entente sociale est importante. Et ça va aussi impliquer d'autres personnes que moi, typiquement ma famille ou mes autres proches. Et je sais aussi que chacun et chacune part d'où on est en fait. Enfin, encore une fois, la société facilite pas ces prises de conscience. Et comment dire, la vie est trop courte. Quand je vois des gens, je vais pas passer, on a un déjeuner de 2 heures, je vais pas passer 1 heure à dérouler les derniers livres que j'ai lus, etc. Mais par contre, quand je trouve que mes proches sont entre guillemets en danger ou pénalisés, là, je vais probablement dire des choses, mais pas trop non plus, parce que je sais que ça pousse encore plus les gens à subir et elles vont se mettre à défendre. Enfin, je veux pas les mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. Mais ça peut être dans ces situations-là où je vais, entre guillemets, me permettre de dire quelque chose. Ça peut arriver. Ok. Après, sur les blagues de tonton, tata, ça me saoule un peu. Je vais sûrement grommeler des choses auprès d'autres personnes qui me comprennent. Je vais aller voir d'autres personnes, mais je vais pas faire de scandale. Je sais pas toi comment tu fais, mais... c'est un peu comme toi, ça dépend des contextes. Avec des gens dont je sais qu'ils peuvent comprendre les remarques, et même si ça prend du temps, je le fais. Et puis il y a des moments, c'est vrai, où en famille, on n'a pas envie, ou des fois on n'a pas envie de savoir, en fait, on n'a pas envie de savoir pour qui votent certains membres de la famille. Donc on préfère ignorer des fois, ou en tout cas laisser un doute. Ouais, il y a des lignes rouges, je pense, mais c'est vrai que de toute façon, si je côtoyais que des gens qui étaient exactement comme moi, enfin déjà ce serait triste, mais surtout j'aurais pas d'entourage.
Donc c'est normal de pas être d'accord sur plein de points, quoi. Après, il y a un curseur, on va dire. Voilà, exactement. Alors, rapidement, quand même, tu as confondé récemment une association qui s'appelle la Place des Grenouilles. Alors, Oui. qu'est-ce que fait cette association ? C'est une association du coup qu'on a créée avec Sarah Dufour. L'idée, c'était de proposer un espace où on puisse justement apprendre des choses sur tout ce qui est discrimination de genre, aussi s'outiller, se soutenir entre personnes qui peuvent être pénalisées par ces préjugés-là. C'est quand même plus pour les femmes et les personnes non binaires, mais c'est aussi pour les hommes. Selon les événements, ça va pas être la même cible, en fait. Et la raison pour laquelle j'avais créé ça, c'est que en dehors de structures associatives, j'avais aussi des initiatives ici et là qui n'avaient pas de structure pour le coup. Donc j'animais par exemple des book clubs, donc des clubs de lecture ou des ateliers pour les femmes en entreprise, comment est-ce qu'elles peuvent prendre confiance ou améliorer leur carrière, ce genre de choses. Et à un moment, on se retrouve, et j'avais plein de livres aussi. J'achetais plein de livres, j'achète toujours plein de livres, même si c'est un peu moins. Et je me disais, mais c'est dommage de pas pouvoir les faire circuler, en fait. Il y avait aussi des expériences que j'avais envie de faire, donc des cercles de parole, des théâtres forums. Et le fait d'avoir une structure, ça aide quand même à justement organiser tout ça, à avoir un public, à fidéliser. Et donc là, l'association a quasiment 4 ans. On a lancé un podcast aussi. Et ça, un très bon podcast. Merci, Frédéric. Où il y a non, mais bon, je suis un fan de podcast et puis je suis un fan aussi de ce que fait Florence. Un podcast où il y a une partie sur les métiers. Oui. Donc notamment si sur Chemin de Traverse, vous avez écouté Raphaël Merlin, chef d'orchestre, je vous encourage à écouter le podcast avec Anna Meunier, qui est chef d'orchestre, donc femme, et un podcast sur d'expertise, c'est ça, le second sujet thématique. Il y a expertise et revue culturelle. Et revue culturelle, exactement. Donc voilà. Et ça s'appelle comment le podcast, la Place des Grenouilles ? Oui, c'est Voilà. le même podcast Okay. avec des thématiques différentes selon les épisodes. Oui, merci. Et là, c'est aussi un média. Justement, ça, j'aurais pu le faire sans association, mais déjà de le faire à plusieurs, c'est plus sympa. Et du coup, on prend beaucoup de plaisir et ça nous donne plein de force. L'un des derniers ateliers qu'on a fait, c'était un arpentage autour du livre Résister de Salomé Saké. Vu que c'est un peu dans la thématique, je vous le recommande très très chaudement. Le principe de l'arpentage, c'est de partager un livre ensemble et de procéder à une lecture collective. Voilà. D'accord. Bah super. Bon, on va faire les questions finales. Et puis si t'as quelque chose à rajouter après, n'hésite pas. Alors la question. Alors d'abord, j'ai une nouvelle question finale. Enfin bon, pas nouvelle, mais en tout cas, tout à l'heure je t'ai demandé comment tu étais quand tu étais petite, 10-15 ans. Là, la question, c'est si tu avais la possibilité de parler à cette petite fille ou jeune femme de 10-15 ans ou même 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner Yes. Alors, bon, j'ai plein de conseils à lui donner. En plus, j'ai des enfants, donc je m'entraîne sur eux et elles. Déjà, c'est que leur voix compte. Et aussi, j'aurais aimé être moins sexiste. Du coup, que leur dire que ce soit des garçons ou des filles, de leur dire qu'une femme et une fille, c'est pas moins important qu'un homme. Que il et elle sont légitimes. Du coup, là, je parle de moi. Et aussi qu'il n'y a pas de justice ni d'égalité, parce que je pense que toujours cet amour du statu quo, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon passé, mais ça m'a aussi desservi parce que du coup ça m'a empêché de remettre en question des situations qui étaient problématiques. Ça fait que des fois je suis pas intervenue, ça veut dire que des fois j'ai subi des choses qui n'étaient pas ok. Donc au moins ces 3 choses, ta voix compte, il n'y a pas de justice ni d'égalité. Et d'être moins sexiste. D'accord. Voilà. C'est ok de pas être d'accord, quoi. Et question finale traditionnelle dans l'émission, est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui t'a émerveillé, fait du bien dernièrement ? Oui, alors du coup, il y a 2 choses très récentes qui m'ont émerveillée. Donc c'était en vacances, là, on était à la mer de Glace. Du coup, on a visité le plus grand glacier de France, il me semble. Et du coup, déjà, les glaciers sont quand même... un peu en danger, un peu beaucoup. Et même quand on va à la montagne, on voit la glace, enfin la neige normale, on va dire, vraiment perdre de l'espace. Et de se dire, enfin franchement, c'était juste super beau. On voyait, moi j'étais collée à la vitre, mes enfants me demandaient ce que je faisais, mon mari aussi, et j'étais collée en train de regarder chaque épaisseur, qu'est-ce qui était coincé dedans. J'étais avec mon téléphone pour mettre de la lumière. C'était vraiment magnifique.
et très dépaysant. Et l'autre chose, c'est mes petites nièces avec qui j'ai joué dernièrement. Elles ont un regard magnifique, les enfants, en fait, où je trouve qu'on perd un peu les liens en ce moment où les gens se regardent moins. On est plus sur nos pensées, nos propres problèmes. Et d'avoir de temps en temps des enfants dans son entourage qui vous regardent droit dans les yeux pour dire accompagne-moi à tel jeu et rampe, c'est vraiment quelque chose de très ressourçant, en fait, de mobiliser son corps et de rentrer en connexion visuellement avec... vraiment c'est de la pureté du regard, quoi. Maintenant on se dit bonjour sans vraiment trop regarder, et ça je trouve que c'est un peu dommage. D'accord. Bah écoute, super. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais éventuellement ajouter, un dernier sujet en 1 ou 2 minutes, ou un message à faire passer, ou peut-être que j'ai encore une question, je ne sais pas. Je vais parler des micro-actions. Donc là je l'ai un peu dit tout le long, mais en gros comme je t'ai dit, moi je me trouve pas militante, mais je me rends compte dans mon parcours que par les échos et les retours que j'ai, ou même quand je regarde derrière moi, en fait, que j'ai fait plein de choses. Et j'ai pas le sentiment de faire plein de choses, mais des années ou des semaines après, je me rends compte de l'impact que ça a. Et moi, je suis quelqu'un de très banal, en fait. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre nous. Surtout par les temps qui courent, le fait de prendre parti, de juste parler, d'exister dans l'espace public, si on n'ose pas même de soutenir a posteriori quelqu'un en disant bah là, je trouve que ce qui t'est arrivé c'était pas ok, ou je suis d'accord avec toi, ou c'est cool ce que t'as fait. Ça a énormément de valeur, et ça faut pas l'oublier, en fait. Justement le lien qu'on peut avoir et du pouvoir qu'on a chaque jour pour renverser petit à petit un monde qui nous convient pas. Bah écoute, c'est super. Merci à toi en tout cas. Merci Frédéric. Merci Julie. Donc un grand merci donc à Florence Chabanois sur la page consacrée à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, émission Chemin de Traverse. Vous retrouverez les liens vers notamment les Duchesses France et puis la place des Grenouilles, dans laquelle vous trouverez les actions et le podcast. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir pris la place autour de la belle table en bois du studio pour écouter l'émission. N'hésitez pas à réagir, donner votre avis, poser des questions, faire des suggestions. Un formulaire de contact est disponible sur la page de l'émission sur le site causecommune.fm. Nous espérons que cette émission vous a touché, inspiré, convaincu. Si c'est le cas, partagez-la avec au moins une personne. Dans Chemin de Traverse, nous recevons des personnes qui améliorent le monde, ou qui essayent en tout cas. L'émission du jour est dédiée à Jean-Pierre Archambault, qui est décédé il y a quelques jours. Jean-Pierre a joué un rôle fondamental dans le développement des logiciels et des ressources libres dans l'éducation nationale. J'ai eu le grand plaisir de le côtoyer pendant une 20aine d'années, avec plein de bons moments passés, que ce soit dans des ministères, des événements libristes, autour d'un verre, ou encore dans des manifestations. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. L'émission va bientôt se terminer. Vous pouvez vous abonner au podcast, à la lettre d'actu de l'émission. Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis à 22h. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer. La prochaine soirée aura lieu vendredi 7 mars 2025. L'adresse du studio est 22 rue Bernard Dimet à Paris. Et lors de cette soirée, il y a une émission spéciale consacrée aux coulisses de la radio. Donc n'hésitez pas à participer. Vous pourrez éventuellement intervenir pendant l'émission si vous voulez faire des commentaires, poser des questions ou simplement raconter quelque chose qui vous intéresse. Donc on compte sur vous, je rappelle, 7 mars 2025. Alors ce mercredi, juste après Chemin de Traverse à 23h30, il y aura une émission inédite de Minuit décousu. Le thème est Rage contre la machine. En détail, le fonctionnement de l'IA, la surveillance algorithmique, le travail derrière l'IA, une technologie extractiviste, la gestion des populations pauvres, les usages militaires. Ce soir, pendant 1 heure, on en découd avec l'intelligence artificielle. Le prochain rendez-vous dans Chemin de Traverse, c'est mercredi 5 mars 2025. Alors, ce sera une émission exceptionnelle. Notre invité, que d'ailleurs Florence connaît, est Emmanuelle Aboaf. Emmanuelle est développeuse web, conférencière et sourde de naissance. Donc vous entendrez la voix d'Emmanuelle. Et si vous ne pouvez pas entendre l'émission, sachez qu'elle sera retranscrite en direct. Donc vous irez sur causecommune.fm mercredi 5 mars 2025 de 22h à 23h30. Il y aura un lien qui vous donnera la transcription de l'émission. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut et solidarité.